Hello à tous, moi je m'appelle Barthélémy. Déjà je voulais dire que j'étais hyper content d'être là, je suis arrivé à Marseille récemment, en octobre, et content de retrouver un lieu, j'ai monté une boîte il y a 7 ans, et content de retrouver un lieu où il y a une belle énergie ici, et voilà, j'étais dans des coworking au tout début, dans des incubateurs, et il y avait ça. Et pour vous dire, j'ai monté il y a 7 ans, je vous montrais une photo de ma gueule, c'était ça, voilà, on ne connaît pas trop, j'avais des roues flaquettes, je revenais du Mexique, voilà, je me prenais un peu pour Corto Maltese ou je sais pas quoi. Et voilà, donc on a démarré ça, on était un peu des jeunes quand on a monté ça. Et puis en fait, moi j'étais ingénieur en bâtiment de travaux publics et notamment j'étais sur des chantiers, je faisais des routes, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai été sur un stage un jour à Valenciennes, là, tout en haut à droite. Il faisait froid, c'était entre décembre et mars, stage de césure. Et puis là je me dis putain qu'est-ce que je fous, je fais 5 ans d'études. Je fais du bâtiment, je m'emmerde. Les mecs ont fait du 7h, 22h avec des trucs qui sont pas très intéressants. Et j'avais toujours envie de monter une boîte. Et là, je me dis, en fait, c'est pas possible, il faut que je change, faut que je pivote de carrière pro, quoi. Faut que je change de modèle. Enfin, vraiment, j'étais triste, en fait, après 5 ans d'études. Et du coup, bon, j'étais là et à la suite de ça, il n'y a pas eu que du gris dans les études et dans Valenciennes. J'ai eu la chance de faire des stages à l'étranger. Je suis parti un peu en Afrique, dans des petits villages où, pareil, on était sur la construction de caniveaux, de routes. Et je rencontrais plein de gens dans les villages en brousse qui étaient hyper cool. Ça, c'était un mec du village qui était le président des sapeurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les sapeurs ou pas. C'est la sapologie, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et c'est vrai, hein. Là, ils sapent trop bien et tout. Et lui, il me racontait, il me donnait du jus d'oseille et tout. Enfin, j'étais trop bien le week-end. Et donc, j'étais là et en fait, j'ai appris beaucoup de choses avec des anciens dans ces pays. Au Mexique aussi, où j'apprenais à réparer des vélos, où le mec était un mécano. Et avec mon père, avec un pote de mon père, quand j'étais petit, quand j'avais 14-15 ans, à réparer des vieilles bécanes. Et en fait, j'ai toujours gravité autour un peu de seniors, de plus vieux. Et j'en viens à ma boîte en fait aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? C'est qu'en fait, je me suis toujours intéressé aux retraités. Dans des dîners, ça m'a toujours plu de discuter avec des potes de mes parents où il y a des histoires un peu différentes de notre génération, de même cercle en général. Et du coup, avec un pote, on a monté une première boîte on s'est intéressé aux seniors, c'est comme ça qu'on est arrivé à ça. Et on a monté une première boîte qui était alors qui était pas ouf, ça s'appelait Ito Project. Le logo était pas magnifique. Ito, c'était les anciens en japonais. Et on était là, c'était de la coloc. On a monté une boîte. Ça a duré, je sais pas, 1 mois, 2 mois. C'était un projet entrepreneurial comme ça, c'était une coloc intergénérationnelle. Et on permettait à des jeunes de venir vivre chez des anciens. Donc l'idée était cool, un peu compliquée en termes d'usage. On discutait avec beaucoup de retraités, c'était toujours à Lille ça, on allait bouffer des soupes de moules chez des vieux pour savoir ce qu'ils pensaient, c'est vrai. Et du coup on était là et en fait on disait mais tu voyais qu'en fait ils voulaient pas partager les toilettes, la salle de bain, le machin, en fait tu dis putain c'est compliqué, c'est un projet il y a beaucoup d'infrastructures, de construction et tout. Et du coup on a changé. Et on a monté Les Talents d'Alphonse au début. Donc Les Talents d'Alphonse, c'était une plateforme donc ça c'était en 2017, fin de nos études, on se lance à 100% dessus, on n'avait pas encore bossé et tout. Et on monte Les Talents d'Alphonse qui permet à chaque personne, à chaque retraité, de transmettre son expertise à des plus jeunes. On se disait c'est dingue qu'en fait on apprend plein de trucs pendant toute une vie, pendant 40 ans, soit d'une passion, soit d'un métier, mais en fait on le transmet jamais. Et donc on a construit cette plateforme qui était un peu le Blablacar, qui permettait de trouver un retraité près de chez toi pour t'apprendre de la couture, de la musique, de la photo. Et donc on a fait plein de trucs et on a fait près de 30 000 heures de partage entre générations, notamment en Ile-de-France, beaucoup. Et donc en fait la boîte fonctionnait bien, c'était cool, on avait plein de presse, mais pas facile d'en vivre. Pourquoi? Parce que c'est une marketplace, que tu as 2 particuliers, que tu prends une commission de 3 € de l'heure entre 2 personnes, que 3 € de l'heure, du coup il faut en faire beaucoup d'heures. Et donc on a fait ça pendant un moment, on connaissait rien dans l'entrepreneuriat, donc ça c'était un peu je dirais la première école de l'entrepreneuriat là-dessus, où on a commencé, je dirais, à découvrir ce que c'est. En termes de plateforme, tu vois, on a commencé à créer un site en HTML, CSS, on se disait putain en fait on peut rien changer, c'est un pote qui nous aidait là-dessus, on pouvait rien changer. Et on s'est heurté dans Raconte Midi, le premier truc de comment aller tester, raconter avec des utilisateurs proches et d'aller prendre du feedback auprès d'utilisateurs. Je parlais d'HTML, CSS, on s'est vite rencontré que c'était compliqué et on a vite été vers des outils no-code. Et ça, c'est un des premiers mentors chez Make Sense quand on était à Paris, justement, dans son incubateur, qui nous a dit mais en fait, là, il faut lâcher le Google Sheet, même si j'adore Google Sheet. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à avoir du volume, d'avoir 1000 onglets avec des trucs copier-coller, il faut passer sur Airtable, c'était il y a 7 ans, il démarrait. Et du coup, on a commencé à aller là-dessus, on a été sur WordPress et il nous a appris un peu à tweaker, je dirais, le modèle de WordPress, qui était de l'e-commerce classique. Donc on vendait un produit, on vendait un t-shirt bleu, rouge, vert à des prix différents.
sur Internet et il nous a dit, bah, en fait, tu fais pareil. Tu prends ton site, juste que la photo de ton t-shirt, bah, en fait, c'est un Alphonse, donc un retraité qui transmet son expérience. Et puis, il vend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis, du coup, on avait un système de paiement. Et surtout, on pouvait raconter, plus que d'avoir un système de paiement, parce qu'à la limite, le paiement, on s'en fout un peu. Je vous raconterai pourquoi après. C'était plus de pouvoir raconter, en termes de marketing, raconter ce que c'était la valeur d'une personne et de permettre à des gens de se projeter. Plutôt que de nous, on dit, bah, tiens, c'est Muriel ou Geneviève ou Michel qui va transmettre ça. Et on avait des photographes qui étaient ouf. Bah, en fait, c'est eux qui racontent ça sur leur plateforme et tu te projettes et tu as envie d'aller chez eux. Donc le premier trick, c'était au niveau du produit, et on a très tôt pris un peu le virage du no-code, low-code, et c'est ce qu'on a fait durant toute la boîte, et c'est ce qui nous a permis de ne pas trop dépenser dans tout le démarrage, parce qu'en fait, on n'avait pas d'argent. Au début, on bossait dans des restos avec mon pote, et donc c'était concours, subventions, enfin voilà, on galérait un peu, mais ça a marché. Ensuite, juste avant ça, du coup, ensuite, on avait un deuxième mentor qui a compté beaucoup pour nous, c'était de nous dire, bah, en fait, au début, tu es dans le site de « je construis une plateforme et je cherche à avoir un site pour avoir des clients ». Et en fait, maintenant, je pense que c'est quand même complètement l'inverse. Et tu en parlais, il faut tu as tes clients, et après, tu fais ton site, et après, tu fais tes trucs, mais au début, limite, tu es au téléphone. Et elle nous a dit, bah, en fait, allez chercher enfin, on ne savait pas où trouver des retraités, on ne savait pas où trouver des clients. Et du coup, on a commencé à écumer les groupes Facebook de couture. Donc, j'en ai encore, c'est un peu relou, j'ai même quitté Facebook dessus, parce que j'étais dans tous les groupes de couture, tricot, musique, photo. Et tu avais Facebook, et puis après, en fait, on a été mettre des annonces sur Le Bon Coin. Donc, en fait, on mettait notre annonce, on mettait Geneviève qui donnait les cours dans le 11e, dans le 10e. Donc, j'avais mis l'adresse parce que Le Bon Coin bloquait au bout d'un moment. On faisait ça, en fait, on publiait. Et en fait, j'avais des demandes. Et du coup, tu as des gens qui m'appelaient. Et puis, je leur disais, bah, ok, très bien, vous payez par Lydia. Et du coup, ils m'envoyaient des Lydia. Donc, je recevais la thune. Donc, je mettais dans mon Excel la thune que j'avais reçue. Et le week-end, le samedi, j'allais payer en cash les retraités dans Paris. Du coup, c'était un peu galère en vrai. C'était un peu compliqué, un peu long. Mais bon, ah ouais, franchement, à la fin, c'était un peu ça. Je leur ai dit, le cash, on va arrêter quand même, parce que c'est un peu galère, quoi. Mais bon, ça a marché. Non, mais ça a fait 3 à 6 mois, ça a permis de commencer. Et en fait, de créer la première communauté, d'embarquer. En fait, on pose les premières briques d'un truc. Et donc là, bon, ça, c'est un tournage qu'on avait fait, mais lors du premier crowdfunding, où il y avait, on avait 10 retraités, on avait 15 clients. Et en fait, ça permet de lancer le truc. Et on a lancé le crowdfunding à partir de ça. Et on a commencé à choper les premiers financements. On a fait la couture, de la musique, de la photo. Je vous disais, la récurrence, elle est un peu compliquée. Les gens, on constate qu'ils font 6 heures, 7 heures, 8 heures. On se rend compte que le modèle entrepreneurial, c'est compliqué de gagner de l'argent. Enfin, là, sur un modèle où il n'y a pas de récurrence, et je ne sais plus qui en parlait, on en parlait juste là. Mais voilà, la récurrence, quand il n'y a pas de récurrence, c'est un peu, tu cours derrière un truc. Et moi, je pense que monter une boîte sans récurrence, c'est un des trucs quand même les plus durs aujourd'hui. Parce que du coup, tu fais de la course à de l'acquise et tu reconstruis en permanence. Enfin, tu viens pas cumuler des choses, tu viens pas monter ton burger avec différentes couches de sandwich. Et du coup, c'est un peu fatigant et un peu chiant. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, en fait, c'est un truc, ça serait ouf, c'est des retraités, bah, en fait, ils ont du temps. Tu as une demande qui est énorme, c'est de la garde d'enfants. Dans Paris, tu as plein de gens qui cherchent de la garde d'enfants. Et donc, on s'est dit, OK, on va se lancer dans la garde d'enfants. On a un peu oublié de demander aux retraités si ça les intéressait. Parce que du coup, le 4 jours par semaine, enfin, dans l'idée, c'était OK. Mais le 4 jours par semaine à garder des enfants, en fait, tu avais des gens qui s'inscrivaient, énormément de demandes de parents, mais on avait des demandes. Et en fait, on n'arrivait pas à matcher. Donc, en fait, il n'y avait pas de product market fit là-dessus. Et on a mis un peu de temps à s'en rendre compte. Et en plus, on était en train de devenir un peu l'agence de garde d'enfants. J'avais pas d'enfants, j'ai toujours pas d'enfants, et j'avais pas envie ça me faisait chier, quoi, en vrai, de devenir ça, et de garder, et de faire ça. Et du coup, là, en fait, on est revenu à notre vision initiale de dire, en fait, on fait ça pour les retraités. Et on s'est dit, OK, il faut pivoter. Faut changer de modèle, et c'est arrivé à un moment, c'est avec Rémi que j'en parlais tout à l'heure, mais c'était sur en fait prendre un peu de recul, t'entendre ta boîte quand tu parles longtemps. J'étais parti au Vietnam voir un pote qui était là-bas, et en fait je me suis dit, en fait on va dans le mur parce qu'on n'avance pas. Ok, on a encore on a de l'argent parce qu'on avait levé des fonds, ce que j'ai oublié de vous raconter en 2018. Au moment du crowdfunding, c'est ce qui nous a permis de lever des fonds. On a levé 300 000 €. C'est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'en même temps ça va très vite. Et du coup on était là, et on se dit, en fait on est en train de cramer l'argent parce qu'on gagne pas d'argent, on va droit dans le mur. Et là, on s'est dit, OK, il faut changer de modèle. Et nous, notre kiff, c'était de s'occuper des retraités. Et en fait, on essayait plus de passer du temps à les coacher, à leur donner envie de réfléchir à ce qu'ils vont faire sur leur retraite et demain, et en fait, on passait aujourd'hui plus de temps en fait, à faire de la garde d'enfants. Donc, on a changé de modèle à ce moment-là. Et en gros, on a réuni les talents d'Alphonse. Le Monde selon Alphonse, je ne me suis pas rendu, mais c'était un média, c'était une newsletter à destination des jeunes retraités pour les aider à profiter de leur retraite. Et du coup, on avait 60 000 abonnés, donc ça fonctionnait bien, super taux d'ouverture. Et en fait, on a fondu ces deux marques parce que les gens se rappelaient que d'Alphonse. Du coup, on s'est dit, bon, on enlève les talents, on enlève le monde. Et puis, du coup, on a fait Alphonse. C'était plus simple, c'était plus rapide. Et Alphonse, aujourd'hui, c'est la plateforme qui permet à chacun d'anticiper sa retraite, de comprendre ses droits, de prendre en main ses droits de retraite, de comprendre et d'anticiper sa future retraite. Donc, on accompagne chaque personne de 55 ans à venir. On vient apporter de la transparence, comme Alan a pu le faire, par exemple, sur
L'assurance maladie, c'est hyper compliqué de comprendre les remboursements 120%, 130%. Bah, les caisses de retraite, c'est pareil, on est en pleine réforme et en fait les gens ne comprennent pas. Donc on vient screener leur relevé de carrière et leur donner avec transparence voilà, quels vont être leurs droits, leurs retraites et les aiguiller dans ces choix-là. Et à côté, on vient rajouter du coaching pour les aider à définir leur projet de retraite et leur projet de leur transition, en gros entre la vie active où bah, on a un rôle en société, on est monté tout en haut de la pyramide en entreprise, on a un rôle et on se dit qu'est-ce que je vais foutre demain quand j'arrête de travailler, je vais me retrouver 24-24 avec ma femme ou mon mari, ça c'est pas prévu, il y a beaucoup de divorces en vrai. Non mais on n'en parle pas beaucoup mais il y a beaucoup de divorces. Donc en fait il faut quand même, c'est une transition de vie qui est importante et qui est peu accompagnée. Et du coup on est revenu là-dessus, ce qui était notre plaisir parce qu'en fait on se dit bah en fait nous aujourd'hui on kiffe accompagner donc un peu plus jeunes des gens de 55 ans mais en vue de vivre une bonne retraite et se dire la retraite c'est 10 ans, tu peux kiffer et bah en fait qu'est-ce que tu as envie de faire comme projet? Et même avec des petits revenus, c'est pas une question de petits revenus, de revenus, c'est qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ces 10 ans où tu es en pleine forme et globalement, tu n'as pas besoin de bosser parce que tu as une rente. Quoi. Donc on est revenu là. Aujourd'hui, ça ressemble à ça, pour vous dire un peu. C'est des accompagnements qui sont 100% éligibles au crédit personnel de formation. Pourquoi? Parce qu'on voulait que ce soit accessible à tous. On ne veut pas s'adresser à des CSP+, on ne veut pas être un cabinet de conseil retraite d'optimisation fiscale. Enfin, c'est pas du tout ça l'idée. Et du coup, on est accessible à tous, que ce soit des gens qui gagnent le SMIC ou des gens qui gagnent 4 000 €, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc une identité un petit peu différente, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas c'est un peu mieux que la première que Ito Project. Et au moment où on a pivoté, en gros, on avait une communauté, donc c'était cool, on avait quand même des utilisateurs avec qui on pouvait interroger, avec qui on pouvait interagir, des partenaires, ça nous a permis, les talents d'Alphonse nous a permis de monter vraiment des partenariats, du coup des sources d'acquisition de nouveaux leads, on travaille avec beaucoup de caisses de retraite et de mutuelles, une petite équipe, ce qui a été un moment dur, parce qu'on est passé de 15 à 6 pendant le pivot, et donc en fait tu te sépares de gens qui sont bons, mais juste il n'y a pas de boulot pour. Enfin, en fait, tu es en pleine phase de pivot, donc c'est un peu galère, mais ça c'est fait. Il nous restait de l'argent, et surtout pour moi, et c'est ce dont je parlais, on avait vraiment acquis cette culture de bootstrap, de no-code, de low-code, d'aller tester avec peu et de pas trop dépenser pour avancer et pas perdre de temps. Ce qui nous a permis d'aller assez vite, vraiment, pour moi, l'étape 1, on l'a fait en 3 temps quand on a pivoté sur la retraite, parce qu'on ne connaissait rien non plus. Hein. Les caisses de retraite, c'était du chinois. Moi, je me suis connecté sur le relevé de carrière de mon père. Le relevé de carrière, ça récapitule toutes les activités que vous avez faites depuis jeune. Sauf que mon père, il a déjà pris sa retraite, donc il était vide. En fait, ça efface tout. Donc au début, je ne comprenais pas. Bref, on commence à creuser. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une pub sur Facebook, on a fait un formulaire, on rentrait tous les leads dans Airtable, on leur demandait leur nom, prénom, numéro de sécu, date de naissance, ce qui nous permettait de créer leur compte retraite. Et après, on les appelait et on voyait avec eux les questions qu'ils avaient. En fait, on essayait de comprendre en gros les problématiques qu'ils avaient. Donc ça nous a coûté très peu. Et on a vu qu'il y avait, sur 100 leads qu'on a eu, on a 50 personnes qui ont mis le numéro de sécu. On a eu 30 relevés de carrière complets. Donc en fait, tu as des exemples de gens avec qui tu peux travailler. Et on a eu 20 appels avec qui on a eu des problématiques. Et du coup, on prenait les questions, on leur disait on revient vers vous. On appelait un expert retraite qu'on connaissait. On répondait aux questions, on les rappelait et on leur donnait le truc. Et du coup, on a appris comme ça la retraite. L'étape 2, en fait, on a essayé d'industrialiser le calcul retraite. Et là, on peut rentrer soit dans des méandres en se disant, bah, OK, en fait, je vais créer le moteur de calcul de toutes les caisses et tout. Et donc là, bah oui, ça, c'est 1 million d'euros, c'est 10 développeurs qui bossent dessus, enfin, c'est compliqué. Et en fait, on a pris un peu le temps d'aller chercher une boîte qui faisait ça, qui pouvait être un concurrent, mais qui est maintenant un partenaire, en fait, parce que bah, le marché est tellement énorme qu'ils s'en foutent. Et ils ont une API qui te met à dispo. Et en fait, on leur envoie le relevé de carrière, donc un document PDF de 10 pages avec tous les trucs, qui scanne, qui parse, ils te calculent toute la retraite, et ils te renvoient des lignes, ils te renvoient... je sais plus combien de lignes, mais tu renvoies plein de lignes avec toutes les années, toutes les dates de départ, les caisses de retraite, les pensions. Et en fait, nous, à partir de là, on s'est dit, on construit la brique d'après. On a ce calcul-là, et en fait, on va venir traduire, expliquer simplement ce que c'est la retraite de la personne. Et on est arrivé à l'étape 3. Donc ça, c'est pour montrer sur, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Make un peu, mais en gros, on a tout fait en no-code, low-code, et aujourd'hui, en fait, on rentre le truc, et bah, c'est une partie du scénario, quoi. Bon, moi, je comprends rien là-dessus, c'est un dev qui l'a fait, mais un dev no-code. Et donc, on a fait ça. Et ensuite, on est venu automatiser la génération de contenu. Et aujourd'hui, c'est notre force, c'est de venir traduire le contenu de la retraite d'une personne, le relevé de carrière, en du langage français simple et accessible, en fait, pour que la personne elle puisse comprendre quel est son relevé. Et là-dessus, c'est un learning management system que je vous conseille vraiment énormément. Ils sont en Ukraine. Ça s'appelle Academy Ocean. Et en fait, on a fait tout avec ça. Donc, on n'a pas reconstruit le site aujourd'hui. On s'est basé sur leurs trucs. Ils ont été hyper réactifs. Ils ont développé des petits trucs en plus pour nous. Et en fait, c'est le seul LMS dans lequel tu peux pousser de la data, donc des variables, et venir personnaliser ton contenu. Comme tu le fais dans un mail quand tu dis bonjour Muriel, bah, en fait, tu peux faire pareil là sur le truc. Et du coup, tu as un site qui est dynamique. Et on s'adresse directement aux participants qui se connectent, mais on n'est pas venu redesigner le front, on n'est pas revenir construire une expérience utilisateur, ce qui mine de rien, en fait, ça prend du temps, c'est galère, c'est long, et donc on s'est servi de ça. Donc ça, Academy Ocean, je vous conseille si jamais il y a besoin de personnaliser du contenu. Non mais vraiment, c'était ma découverte, quoi.
En no-code, low-code, il y avait un peu une question, de temps en temps, je me pose la question de quand automatiser. En fait, on se dit, ouais, en fait, on veut tout automatiser, le no-code, tu as envie d'aller tout très vite, de faire plein de trucs. Et je crois qu'il y a 3 questions maintenant que je me pose, c'est est-ce que en fait, c'est un process qui est consommateur de temps, soit parce que c'est un truc qui est long, tu le fais genre 1 fois par mois, mais c'est long, c'est chiant, soit parce que tu le fais 20 fois par mois, c'est pas très long, mais en fait, cumulé, bah, c'est long. Est-ce que c'est vraiment un truc qui se répète dans le temps, en termes de pattern? Donc parfois, on vient me voir en me disant, tiens, on voudrait automatiser ça. Et en fait, quand tu creuses, tu as 5 trucs. En fait, c'est 5 process différents, donc tu vas pas l'automatiser, parce que en fait, finalement, c'est 5 trucs à automatiser différents. Et est-ce que c'est un process critique, source d'erreur? Et nous, c'est vraiment un truc qui était important sur la retraite. C'est que au début, quand on écrivait à la main, il y a des moments où je me suis retrouvé moi, à écrire Alain, en fait, je l'avais écrit Geneviève, parce que j'avais fait un copier-coller d'un truc qui n'allait pas. Et du coup, en fait, ça, c'est pas ouf. Et je pense que dès qu'il y a une source d'erreur sur du calcul, sur des trucs comme ça, c'est bien d'automatiser, au moins, tu apportes un peu de sécurité dans ce que tu fais. Donc, c'est une petite 3 questions que je me pose à chaque fois quand on veut automatiser un truc. Et ça nous a permis aujourd'hui, le Bootstrap, ça nous a permis vraiment de maintenir des ressources en termes de créativité. Moi, je trouve que d'aller vite, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui me plaît, c'est que j'ai envie d'avoir des retours utilisateurs rapides, et donc de ne pas passer en effet 2 ans avant de sortir un truc et d'avoir le retour. Je trouve que tu t'emmerdes, tu t'ennuies. Et du coup, en fait, de pouvoir sortir des trucs rapidement, ça te permet, toi, je dirais, de prendre du plaisir et d'avoir des retours rapides. Et ta communauté, en fait, de rester... Tu grandis aussi vite qu'elle, en fait. Et donc, les retours qu'elle te fait et les besoins qu'elle a, en fait, tu arrives à les délivrer rapidement. Et en fait, tu apprends et tu avances ensemble et tu construis ensemble. Donc je trouve que pour moi, c'est vraiment un truc important. Du temps, que ce soit en termes de recrutement, parce que aujourd'hui, on a fait tout ça avec un dev. Et alors on n'est pas une boîte tech, en fait, on est une boîte de service, d'accompagnement, de coaching, mais il y a quand même de la technique derrière. Mais il n'y avait qu'un seul développeur qui a fait tout ça jusqu'à maintenant. Et on l'a fait parce qu'on était en no-code. Sinon, il aurait fallu 5 devs. 5 devs, c'est introuvable. Enfin, c'est compliqué, ou alors il faut mettre... Non, mais vraiment, c'est hyper cher, c'est long. Et du coup, tu rentres dans ce truc en fait, où tu te mets à chercher de l'argent pour aller recruter des devs. Tu as perdu 2 ans pour construire une équipe et tu ne sais pas s'il y a besoin d'un produit. Donc moi, je trouve que pour recruter ou lever des fonds, et en ce moment, on est en plein dedans, ça prend 6 mois, c'est long, c'est des documents, des trucs, machin, et ça ne te fait pas avancer sur ton métier à côté, quoi. Donc parfois, c'est nécessaire et c'est important, mais quand tu peux l'éviter, en fait, tant mieux. Et le dernier point, c'est le cash, quoi, et de pas... Aujourd'hui, on a fait une levée en 2018. Là, on en refait une parce qu'on a envie d'accélérer, qu'on a prouvé le modèle. On a eu 2000 clients et la boîte, en fait, elle a fait x2 de croissance chaque année depuis 2020. Mais on le fait maintenant pour cette raison-là et pas avant. Et en fait, moi, je me suis souvent questionné sur est-ce qu'en fait, on ne devrait pas plus dépenser, ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais à des moments, je me suis dit, est-ce qu'on ne devrait pas accélérer, est-ce qu'il faut pas... Moi, j'avais un peu l'impression de gérer mon argent presque un peu dans ce truc-là et dire, en fait, c'est pas ton argent, de temps en temps, il faut y aller et tout. Et en fait, je pense que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de vivre, d'être là et aujourd'hui d'avoir une boîte qui est à l'équilibre, qui est saine, qui est rentable. Et on accélère parce qu'on a trouvé le product market fit, qu'on est rentable et ça fonctionne. Et là, on lève pour passer à l'échelle et accompagner plus de monde. Voilà, petite photo de l'équipe du dernier week-end, on est 35, hyper content de la boîte aujourd'hui. Et moi, si j'avais vraiment une chose à moins d'être une boîte tech, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser sur côté no-code, low-code et d'aller faire les choses, d'aller tester de 100% aligné avec toi, Mehdi, sur tester tout ça. Voilà, aujourd'hui, on en est. Donc, si vous avez envie d'en parler, si vous avez une boîte ou un truc, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez et puis on en discute. Je suis partagé en ce moment. Non, il y a un truc aujourd'hui, par exemple, je te donne un exemple, on est sur Airtable. Alors, j'ai jamais compris, c'est qu'ils disent 50 000 lignes de limite. En vrai, tu peux être à 220 000, ils s'en foutent. Mais bon, en gros, on est toujours là, on est ouvert le truc. De temps en temps, c'est un peu long, ça rame et tout. Donc, si on est un peu à ce truc de confort pour toute l'équipe qui travaille là-dessus et qui accompagne, on a besoin. Je réfléchis juste au coût de changement. En fait, on le change parce que là, on va changer un peu de produit et de manière de faire. Et donc, c'est à ce moment-là, on va le changer. Mais je pense pas qu'il faille le recoder. Ça, c'est certain. Je pense que des bases de données mieux qu'Airtable. Airtable, c'est l'outil de base no code. Tu as le truc d'après, que je ne maîtrise pas bien, donc je ne saurais pas te donner le nom, mais tu vois, qui te permet d'avoir un truc plus industrialisable. Mais de recoder, c'est sûr que non. De passer à l'étape d'après, oui. Mais tu le fais à ce moment-là, quoi. Aujourd'hui, en gros, on a 80 000 utilisateurs, on a 2000 utilisateurs payants qu'on payait. En gros, en fait, on renseigne énormément de monde. On a un côté média, webinaire, contenu, des bilans perso, des outils qui sont gratuits, qui sont accessibles. Donc ça, c'est les 80 000 utilisateurs. Et après, on fait du coup, en CPF, des bilans de compétences de fin de carrière qui sont entre 1005 et 2000 euros, quoi. Et du coup, on a 2000 utilisateurs. Donc la boîte fonctionne très bien comme ça, elle est rentable. Sauf que tu as 2000 personnes et en même temps, tu en as 700 000 qui passent à la retraite chaque année. Ça fait en gros 5, je sais pas, il y a 3-4 millions entre 55 et 63 ans. Et en fait, aujourd'hui, c'est un truc où, en termes d'impact et social, où on voulait que ce soit accessible financièrement à tous, et en termes d'impact de pouvoir se déployer auprès de tout le monde,
Et ben en fait, on veut passer sur un produit SaaS aujourd'hui où 80% des gens, je pense, peuvent utiliser ce produit sans avoir besoin d'humain et de coaching. Et aujourd'hui, en fait, en termes d'UX, on n'est pas capable de ça. Pendant la levée, on nous a posé la question pourquoi est-ce que vous n'avez pas commencé par ça? Bah justement, en fait, parce que si on avait commencé par ça, déjà, on n'aurait pas appris. En fait, aujourd'hui, d'être avec ces 2000 personnes, on a appris énormément. Et on est capable, je pense, de construire le produit qui correspond et qui va réussir à faire ce qu'il faut demain. Et voilà, là, on en a ce step-là d'aller productiser. Je dirais, là, aujourd'hui, on est encore dans une approche très servicielle et demain, il faut aller dans le côté product de ça. Ouais, par la retraite.